Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour la présentation de votre journal. En ce vendredi 15 mars, voici le sommaire. À la veille de la journée porte ouverte du pavillon Bozio, nous recevrons le directeur de l'école d'art plastique, Thierry Levier, pour aborder avec lui tous les atouts que présente son établissement. Nous ferons un retour ensuite sur le concert de Richard Strauss tenu hier à l'auditorium Régnier 3 à l'occasion du Printemps des Arts. Et puis nous vous ferons découvrir également Diva l'amour, le spectacle à l'affiche du Théâtre des Muses en cette fin de semaine. Et puis ce vendredi 15 mars, c'est la célébration de la journée mondiale du sommeil, le mal du siècle selon les experts de la santé. Notre seconde invitée est coach bien-être, elle nous donnera quelques conseils pour soigner ses nuits. Et enfin, dans votre chronique Ceux qui font Monaco, Christine Datomel vous fera découvrir la maison Lino. Mais d'abord, ouvrons ce journal avec une page sport et la bonne forme de la Roca Team qui continue en Euroleague. Sur le parquet de l'Alba Berlin ce jeudi, les hommes de Sacha Obradovic ont signé une 8e victoire de suite, 90-82. Un succès difficilement acquis par des monégasques privés de Jordan Lloyd et Alpha Diallo. Le duo Mike James et Lio Kobo a inscrit 41 points, permettant donc à Monaco d'occuper désormais la 3e place du classement. En foot, l'ASM reçoit ce dimanche Lorient pour la 26e journée de Ligue 1. Les Monégasques n'ont plus gagné à domicile depuis le 3 décembre dernier. Une éternité pour les supporters et surtout une tendance à inverser rapidement si les Monégasques veulent conserver leur place sur le podium. Écoutez l'entraîneur Adi Hütter avant la rencontre. For me, it's the last 100-meter sprint in this championship, and now I like it to have this concurrence fight in the team also for the starting 11. It helps us a lot, and this gives us more stability. Also, the confidence when you win in Lens, when you win in Strasbourg, when you have a draw against Paris, it helps us a lot. But we have to continue now Lorient. And they have lots of respect of Lorient. Why? Because since January they are on the 8th place in the table and we are 10th, so we have to be careful about that. And also they have the last 3 away games they won in Strasbourg, in Rennes and in Metz. So we have to be careful about that, but also we are convinced that we can win this game when we bring our best performance. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné ce dimanche à 15 h. Ce sera l'occasion aussi pour les supporters monégasques d'applaudir Youssouf Fofana, une nouvelle fois appelé en équipe de France par le sélectionneur Didier Deschamps. Le milieu de terrain fait partie des 23 qui affronteront l'Allemagne et le Chili en match amical les 23 et 26 mars prochains. Le challenge Prince Héréditaire Jacques est de retour pour une 6e édition les 14 et 15 septembre prochains. Un événement qui promet d'être plus compétitif cette année avec la participation de 32 équipes. Objectif, essayer de proposer le concours de pétanque en doublette le plus relevé du monde. Les détails avec Didier Fulconis, le président de la Fédération monégasque de boules. L'objectif, en accord avec son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, c'est d'avoir une compétition élitiste qui colle à l'image de Monaco. Et je vous avoue que cette année, nous sommes particulièrement satisfaits, car sur les 32 équipes, nous aurons la présence de 16 équipes nationales. Alors sur ces 16 équipes nationales, nous avons 7 équipes monégasques qui représenteront la principauté. Et nous aurons aussi les Thaïlandais. Nous aurons l'équipe de France, 2 équipes de France avec les champions du monde en titre, les Belges, l'Allemagne qui a été médaille de bronze dans les championnats du monde. On fait un casting très impressionnant et nous pensons assister à une compétition de très haut niveau. Notre ambition, c'est d'avoir à Monaco l'édition du Challenge Prince Héréditaire Jacques qui soit assimilable au Roland-Garros de la pétanque, effectivement. Le pavillon Bozio organise ce samedi ses portes ouvertes pour tous les futurs étudiants intéressés par la formation d'art plastique. Quels sont les atouts du pavillon Bozio? Voyons cela tout de suite avec son directeur Thierry Levier. Bonsoir. Bonsoir Yannick. Une journée porte ouverte pour votre établissement, qu'est-ce que cela représente? Pour nous c'est très important parce que c'est le moment où on peut montrer nos activités.
C'est un moment aussi où on reçoit les étudiants, tous les étudiants qui sont dans les lycées ou dans les classes préparatoires et qui s'interrogent sur ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Et évidemment, nous, on espère attirer un maximum d'étudiants et donc leur montrer, partager avec eux nos activités, leur montrer ce qu'on fait, essayer de les convaincre de candidater chez nous. Et qu'est-ce que vous faites au pavillon Bozio? Quelles sont les formations proposées? Alors c'est une école d'art supérieure, avec une particularité, on est la seule école parmi on fait partie d'un réseau qui s'appelle l'Andea, qui est un réseau d'écoles d'art en France, et parmi les 45 écoles, on est la seule qui est entièrement spécialisée en art et scénographie. Alors en fait, ça veut dire que chez nous, les étudiants ont une pratique personnelle d'artistes. Certains sont peintres, sculpteurs, photographes. Tous les médiums de l'art sont pratiqués au sein du pavillon Bozio. Et par ailleurs, ils reçoivent tous un enseignement spécialisé en scénographie. Et donc là, il y a différentes branches de la scénographie. Certains font de la scénographie de spectacle, de la scénographie d'exposition. Et donc, ils ont des cours spécialisés. Ils savent faire des maquettes, faire des plans. Ils connaissent le vocabulaire de la lumière, de la direction sur scène, etc. Et alors comment est-ce qu'on accède à ces formations? Alors chez nous c'est un concours, donc il faut avoir le bac, c'est un concours post-bac avec 4 épreuves, une épreuve de culture générale, une épreuve d'anglais, une épreuve plastique, une épreuve théorique et pour les gens qui passeront cette première étape, un entretien avec un petit jury de professeurs du pavillon. Combien de temps durent les formations? Quels sont les schémas de formation? Alors c'est une formation en 5 ans, on a une licence en 3 ans qui est un peu plus généraliste, où on apprend vraiment les bases en matière de scénographie, on apprend vraiment toutes les techniques élémentaires de scénographie. Et puis à partir du master qui dure 2 ans, alors là on a une spécialisation un peu plus avancée. Et chez nous en master en fait on peut choisir parmi 4 spécialités. Il y a la scénographie d'exposition. Donc là, ça consiste en fait à réaliser la scénographie d'une exposition qui se tenait par exemple cette année au FRAC Sud à Marseille, donc dans le cadre professionnel d'un musée. La scénographie de la danse avec notre partenaire historique, les Ballets de Monte-Carlo. Donc là, il s'agit de faire le décor d'un ballet avec les danseurs des ballets ou de l'Académie de danse Princesse Grace. La scénographie de théâtre en partenariat avec l'école d'art de Bruxelles et celle de Lausanne. Et là, il s'agit d'adapter au plateau un texte. Et par exemple, cette année, c'était des textes de Emily Dickinson qui ont été montés au plateau dans un théâtre à Châteauroux. Et pour la première fois cette année, une 4e spécialité qui est la scénographie de la mode. Et ça se fera avec l'école d'art de Londres, Central St. Martin's. Ils ont un énorme département pour la mode et le stylisme. Et donc 7 jeunes stylistes de Central St. Martin's qui ont chacun dessiné 6 silhouettes vont venir à Monaco. Ça fera donc 42 silhouettes à faire défiler. Et ce sera le 26 avril à l'espace Léo Ferré. Et le décor est entièrement dessiné, conçu, produit par les étudiants du pavillon Bozio. Donc le master, il y a ces colorations qu'on peut choisir entre la 4e et la 5e année. On peut choisir une spécialité en 4e puis une autre en 5e. Et donc quand on sort du pavillon Bozio, après le master, on a déjà 2 expériences professionnelles échelle 1. C'est donc avec tous ces partenariats une école très professionnalisante. Le plus professionnalisant possible en matière de scénographie et comme je vous le disais, parallèlement à ce travail qui est souvent un travail collectif, les étudiants ont tous une pratique personnelle et ça, ce sera notamment présenté au moment des diplômes. Alors par exemple pour les masters, ce sera le 18 et 19 juin si je ne dis pas de bêtises et ce sera ouvert sera dans différents lieux à Monaco sous la forme de petites expositions personnelles et il y aura un vernissage le 19 juin et ce sera ouvert au public et vous pourrez découvrir les travaux des étudiants, donc cette fois-ci leurs travaux personnels. Combien d'élèves pouvez-vous accueillir par classe? En première année, c'est un peu concurrentiel, enfin on va dire c'est un accès qui n'est pas évident puisqu'on a seulement une quinzaine de places et pour à peu près 10 fois plus de candidats, donc c'est un peu sélectif. Et après, en master, c'est à peu près la même chose, c'est des promotions de 15 étudiants par an à peu près. Quelles sont les spécificités du pavillon Bozio? Quelles sont vos méthodes d'apprentissage privilégiées? Peut-être qu'une des spécificités, ça tient à la taille du bâtiment qui est très petit pour une école d'art, on est une des plus petites écoles d'art, mais si on voit le bon côté des choses, c'est qu'il y a une culture de partenariat qui s'est développée au pavillon Bozio, et donc on travaille presque toujours hors du pavillon. Donc l'école est un peu comme un bureau d'études, c'est là qu'on conçoit les projets, qu'on fait les plans, et ensuite beaucoup de projets se font à l'extérieur, et on travaille notamment à Monaco par exemple avec le théâtre Princesse Grace, avec le théâtre des variétés, avec l'espace Léo Ferré, avec l'atelier des ballets, avec le MAMAC, avec le NMNM à Monaco, mais aussi avec le MAMAC à Nice, voilà. Et puis au-delà de Monaco, il y a tout un tas de lieux partenaires, il y a une exposition qui va ouvrir dans 15 jours au musée régional d'art contemporain de Sérignan, je vous disais qu'on avait fait quelque chose au FRAC à Marseille.
Donc en fait, c'est peut-être une des particularités de l'enseignement à l'école, c'est que les projets se font souvent échelle 1 et ils sont ouverts au public dans des lieux partenaires. Finalement, être situé à Monaco, c'est un véritable atout. Ah oui, pour nous c'est formidable, on est ouvert sur un contexte très international. Les étudiants peuvent se loger à Nice parce que c'est moins cher, mais par contre il y a un rayonnement ici international avec les gens qui se trouvent à Monaco et avec la proximité avec l'Italie, avec tous les gens qui sont de passage ici. On profite tout le temps d'artistes invités, par exemple au NMNM. Cette semaine on avait Pier Paolo Calzolari qui vient d'avoir une exposition ici à Monaco, donc c'est un contexte très ouvert ici. Ouais. Merci Thierry Levier d'avoir été avec nous. Merci à vous. Le 40e festival du Printemps des Arts de Monte-Carlo a débuté ce mercredi. Au programme hier soir, le premier concert symphonique de cette édition. À l'Auditorium Régnier 3, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par Fabien Gabel, a rendu hommage au compositeur allemand Richard Strauss. Le reportage est signé José Sacré, Thomas Deus et Clélia Renaud. House italienne, une œuvre composée par Richard Strauss à l'âge de 22 ans, puis avec un soliste Ruslan Mantascian, les 4 derniers leaders sublimes composés en 1948, quelques mois avant la mort de Richard Strauss. Enfin, le poème symphonique Don Juan, tel était le programme du concert Richard Strauss donné le jeudi 14 mars par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la baguette de Fabien Gabel. Chance qu'on me fait l'honneur de diriger la musique de Richard Strauss, que je connais depuis le plus jeune âge, puisque mon papa était musicien à l'Opéra de Paris, et j'ai eu vers l'âge de 8-9 ans, j'ai eu le plaisir d'entendre, alors je ne sais pas si c'était un plaisir, mais le choc, en tout cas, d'être dans la fosse à l'âge de 8-9 ans, d'écouter Electra dans la fosse de l'Opéra de Paris. J'ai eu vraiment un choc musical, je pense, et depuis ce jour-là, j'ai toujours aimé et voulu découvrir la musique de Richard Strauss. Donc c'est une musique que les chefs d'orchestre adorent étudier, diriger, les orchestres aussi, les musiciens adorent jouer. Cette musique-là qui est extrêmement sensuelle mais aussi très virtuose. Très difficile à jouer, mais on a un plaisir immense à jouer sa musique. Diva l'amour, voici le spectacle programmé cette fin de semaine au Théâtre des Muses. Sur scène, 3 jeunes femmes, les Diva Lala, vous proposent un show musical plein d'humour. Découvrez tout de suite le reportage de Fabien Bonilla et Thomas Deus. 3 voix a cappella entre délicatesse, humour, légèreté et émotion. Les Diva Lala marquent de leur griffe unique les hits de Johnny, Nougaro, Soprano, Bashing ou encore Elsa. Les airs cultes sont métamorphosés dans un écrin vocal sur mesure. Ce spectacle musical, kaléidoscopique, démultiplie la thématique de l'amour à l'infini. Nous chantons des chansons d'amour totalement réarrangées à 3 voix, a cappella. Et on raconte tout un parcours amoureux, c'est un vrai spectacle et non pas un tour de chant, donc c'est à la fois théâtral et chanté. J'ai lu que vous transformiez le kitsch en distinction, c'est-à-dire vous transformez le plomb en or en quelque sorte. Oh, c'est exactement ce que nous faisons. Veuillez nous voir. En fait, les chansons de variété parfois sont vécues comme des objets un peu kitsch, un peu datés, mais c'est vrai qu'en les décalant, en les chantant déjà dans une production musicale a cappella, donc sans instrument, on les revisite et souvent le public pense qu'on a changé les paroles, mais pas du tout, c'est juste qu'ils les entendent parfois pour la première fois, ils font vraiment attention. On connaît beaucoup les refrains, moins les couplets. Donc effectivement,
C'est pas qu'on transforme, c'est qu'on révèle un petit peu les chansons par ce travail musical qu'on fait avec. On transforme un petit peu quand même, au sens où c'est complètement réécrit par notre arrangeur musical Raphaël Calandro, qui fait un travail extraordinaire et qui réécrit pour nos 3 voix a cappella, et qu'on décale aussi le style des chansons. Voilà, donc on va pas les réentendre comme on les connaît. On va les reconnaître parce que la mélodie va être là et les paroles sont là, mais elles sont totalement décalées par rapport aux versions originales. Donc c'est assez plaisant d'ailleurs pour le public de se dire « Ah, je connais cette chanson, mais alors cette version, c'est génial quoi, de réentendre ça de cette façon. » Donc c'est ce plaisir-là aussi de la chanson et du décalage de la chanson. Si vous voulez vous embarquer dans le grand 8 renversant de l'Alamour, c'est au Théâtre des Muses que ça se passe avec les Divalala, ce jeudi, vendredi, samedi à 20h et dimanche à 16h30. Ce vendredi 15 mars, nous célébrons la journée mondiale du sommeil. Une personne sur 3 déclare ne pas être satisfaite de ses nuits, alors que les experts de la santé qualifient les troubles du sommeil comme le mal du siècle. Ce soir, nous allons essayer de vous prodiguer quelques conseils pour ne faire qu'un avec votre oreiller et optimiser votre repos. Pour cela, nous recevons Alexia Cornu, coach bien-être. Bonsoir Alexia. Bonsoir. Pourquoi le sommeil joue-t-il un rôle primordial dans notre bien-être? Quelles peuvent être les conséquences d'un mauvais sommeil sur le long terme? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que notre corps, il fonctionne avec un petit peu 2 facettes d'une même pièce. Et il y a le jour et il y a la nuit. Et donc, tout ce qui va se passer, toutes les informations qu'on va acquérir pendant la journée, la façon dont on bouge, notre nutrition, tout ce qui se passe en fait pendant la journée, ça va complètement switcher la nuit et notre corps en fait va passer sur un mode de récupération où il va assimiler les informations, il va se réparer aussi par rapport à l'activité physique. Et cette partie-là en fait est extrêmement importante puisque sans un temps de récupération suffisant et avec une mauvaise qualité, eh bien en fait le corps ne peut pas fonctionner correctement pendant la journée. Et donc on peut pas se dire je mise tout sur la journée, sur une alimentation saine, de l'activité physique, mais je ne prends pas soin de mon sommeil, parce que si on ne prend pas soin de son sommeil, en fait, on ne fonctionnera pas correctement pendant la journée. Et quels sont les risques sur la santé sur le long terme? Sur le long terme, ça va être des risques psychologiques dans un premier temps, énormément de burn-out ou de dépression qui finalement en fait sont déclenchés par un manque de sommeil. Donc c'est souvent les risques les plus fréquents. Et après, bien sûr, ça peut aller sur des risques plus importants. On peut se blesser physiquement à l'entraînement. Et après, ça peut également être très mauvais sur le long terme pour le cœur et pour le cerveau, puisque ce sont 2 organes aussi qui se réparent pendant la nuit. Alors je crois qu'il y a 3 grandes clés pour un sommeil réussi: la durée, la qualité et la régularité. Parlons durée d'abord. Quelles sont les recommandations pour un sommeil réussi? La majorité des personnes ont besoin entre 7 et 9 heures de sommeil. Donc ça, c'est une moyenne. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour une même personne, ça peut varier en fonction des moments de sa vie. Par exemple, à l'adolescence, on sait qu'il y a besoin de plus de sommeil. À l'inverse, quand on vieillit, on a besoin d'un petit peu moins de sommeil en termes de durée. Et donc, pour une même personne, ça va varier. Après, il y a quelques personnes qui ont besoin de moins de 7 heures, c'est quand même très très rare. Et d'autres personnes qui ont besoin de plus de 9 heures. Et le plus important, c'est de se connaître et de respecter ce dont nous, on a besoin. Que signifie la qualité du sommeil? Est-ce que dormir beaucoup veut forcément dire bien dormir? Pas forcément. La qualité, elle va se jouer sur le temps de sommeil profond. Souvent, les phases de sommeil profond sont quand même sur la première partie de la nuit. Donc, il va falloir faire attention à la qualité du sommeil les premières heures de notre nuit. Pour ça, ce qui va être important, donc, c'est éviter l'alcool, bien sûr, éviter de se lever pour aller aux toilettes. Donc, souvent, ce que je dis aux personnes, c'est d'essayer de boire beaucoup le matin et en milieu de journée, mais de boire moins en fin de journée. Également, ce qui peut jouer, c'est l'alimentation. Par exemple, si on mange très riche le soir, je pense typiquement à des plats comme steak frites ou raclette, fondue, qui sont des plats très longs à digérer. Un steak frites, c'est 6 heures de digestion. Eh bien, quand on va se coucher, on est encore en train de digérer. Donc, on va plutôt consommer ces repas-là le week-end ou le midi, de préférence. Et le soir, par contre, on va essayer d'être sur des aliments un peu plus légers, plus rapides à digérer. Donc, tous les légumes, il n'y a aucun souci, ça se digère rapidement. On peut manger des féculents le soir. On va privilégier des glucides avec beaucoup de fibres parce que l'index glycémique est plus bas. Donc, par exemple, les légumineuses, type haricots, les pois chiches, les lentilles, ou alors des céréales complètes comme le quinoa. Voilà. Ça peut être hyper intéressant comme nutriment le soir. Et pour ce qui est de la partie viande, soit
soit on reste sur donc, des légumineuses qui contiennent finalement des protéines végétales, donc on n'a pas besoin de rajouter forcément de la viande, mais pour les personnes qui veulent avoir une portion de protéines animales, d'être plutôt sur des œufs, de la viande blanche ou des petits poissons qui vont être moins gras et donc plus rapides à digérer, plutôt que d'être sur du thon, du saumon, de la viande rouge. Et enfin, on a la régularité. L'idée, ce serait d'avoir une alarme pour aller dormir chaque jour à la même heure et une autre pour se réveiller tous les jours à la même heure, c'est ça? Ce serait plutôt de s'écouter pour aller se coucher et de se réveiller tous les jours à la même heure. Donc, l'idéal, c'est de pas avoir plus d'1 heure de décalage par rapport à notre routine. Donc, si tous les jours, on se lève à 6 heures du matin, idéalement, il ne faudrait pas se lever après 7 heures. Le coucher, par contre, il faut s'écouter. Si, par exemple, on est devant la télé et qu'on commence à somnoler ou qu'on sent qu'on est fatigué, on commence à s'endormir, de ne pas lutter, de vraiment aller directement se coucher, déconnecter des écrans le plus tôt possible et de préférence, ne pas se coucher avec le téléphone à côté parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se réveillent la nuit et qui du coup prennent le téléphone pour regarder l'heure, puis ensuite elles n'arrivent pas à s'endormir et puis elles commencent à calculer « Ah mais il est telle heure donc il me reste tant de sommeil » et ça commence à cogiter et du coup c'est pas bon. Donc d'essayer au maximum de ne pas dormir avec des écrans accessibles depuis le lit et de devoir se lever finalement pour accéder aux écrans. Parlons de la sieste à présent. Est-ce que c'est un bon complément ou est-ce que ce serait plutôt un faux ami? Oui et non. Ça peut être totalement bénéfique, je pense aux personnes qui travaillent avec des horaires décalés en 3-8 ou alors aux jeunes parents qui dorment très très peu ou voilà, il y a plein de raisons qui font que ça peut être très bénéfique. Je pense aussi aux sportifs de haut niveau qui font souvent des siestes aussi parce qu'à s'entraîner 2-3 fois par jour, c'est très pertinent de faire une sieste pour vraiment permettre au corps de récupérer. Comme je vous ai dit, on n'est pas sur le même mode quand on est réveillé que quand on dort, donc ça favorise la récupération aussi. Donc ça peut être intéressant. Pour d'autres personnes, c'est pas forcément ce qui marche le mieux. Donc voilà, d'essayer et de voir comment est-ce qu'on se sent. C'est important finalement d'établir un diagnostic de nos maux en termes de sommeil avant de pouvoir aller vers des solutions, c'est ça? De bien se connaître. Après, il n'y a pas besoin forcément de faire un diagnostic trop poussé parce que c'est plein de petits conseils. Des fois, on cherche une solution magique alors que c'est des petits détails, des ajustements de notre quotidien qui fonctionnent le mieux. Mais c'est sûr que oui, il faut absolument savoir où est-ce qu'on en est et bien se connaître pour pouvoir changer les choses. Merci beaucoup Alexia Cornu d'avoir été avec nous sur Monaco Info à l'occasion de la Journée mondiale du sommeil. Avec grand plaisir, merci. Je vous propose à présent de découvrir une belle aventure, celle d'un garagiste de Beausoleil qui s'est vu remettre le 15 février dernier la haute distinction de maître artisan. Une véritable fierté pour celui qui a fait de la rénovation des voitures classiques une vocation depuis plus de 10 ans. Théo Schumer et Arnaud Imbert le rencontraient lui et son équipe dans leur atelier, le garage des Moneghetti. Au garage des Moneghetti, vous êtes presque sûr de trouver la voiture de collection qui vous fait rêver depuis toujours. Et peut-être appartient-elle à l'une des vieilles familles monégasques ou à la famille princière. Jérôme de Salvador a fait de la rénovation de ses pépites sa passion depuis son adolescence. Aujourd'hui, son métier est salué. Je me vois avec les yeux de petit garçon que j'étais, qui rêvait déjà d'avoir son propre garage, de pouvoir vraiment exercer ce métier de cette manière-là. On fait un métier sur de l'ancienne, donc il y a déjà des techniques qui sont à réapprendre. Sur la mise au point, l'analyse des gaz, la soudure, la fabrication, etc. L'usage d'un tour pour pouvoir refabriquer des petites pièces. Donc on refait quand même beaucoup avec nos mains. Donc ouais, non, c'est une vraie joie en tout cas d'avoir eu ce titre. Et surtout par rapport à l'équipe, parce que c'est un tout, on est tous ensemble ici. Une équipe de 5 mécaniciens et un vendeur pour s'occuper de véhicules classiques qui arrivent parfois en très mauvais état, comme ce moteur. La réclamation du client à la base, c'était simplement qu'il manquait un peu de puissance et qu'il y avait un petit bruit, quoi. Pas grand-chose. Et en menant un peu l'enquête, on s'est rendu compte que le moteur était complètement détruit en fait à l'intérieur. Et donc maintenant, on est dans la recherche de pièces et la reconstruction complète de ce moteur. Et parce que la noblesse du métier, c'est aussi des défis, le garage s'est lancé fin 2023 dans l'achat et la vente de véhicules classiques et même de motos à carburateur, elles aussi rénovées. On a pensé qu'en effet, le métier de vente de véhicules classiques devait un petit peu retomber dans l'escarcelle d'un technicien. Parce qu'elles sont capricieuses, elles sont difficiles à maintenir. Et c'est vrai qu'on a vu des horreurs à la vente en termes de véhicules classiques depuis des années. Donc on a dit stop, on va les faire nous-mêmes en fonction de nos critères d'exigence technique.
À peine la plus haute distinction de l'artisanat a-t-elle été reçue que les nouveaux projets ne manquent pas pour Jérôme et son épouse Mélanie, elle-même très impliquée dans ce projet. Elle n'y est pas pour rien, hein. C'est qu'elle a mis sur le planning déjà il y a 10 ans, on fera ça, voilà. on y arrivera et on fera tout pour. Voilà, donc, en fait, le rêve ultime qu'on a, Jérôme et moi, c'est d'avoir un très bel atelier de restauration avec de la sellerie, avec une carrosserie pour aussi les véhicules comme ça. Voilà, ça serait notre but ultime. Voilà, le rêve d'une vie. 10 ans d'expérience, une gestion irréprochable, une bonne formation pour les apprentis et une réputation qui n'est plus à faire. Tous les critères étaient remplis pour ce prix de maître artisan que Jérôme de Salvador et son garage des Moneghetti ont la fierté de recevoir. Et rejoignons en présent Christine Datomel qui nous emmène, je crois, aujourd'hui dans le monde de la boucherie. Oui, et dans ceux qui font Monaco, je vous propose que l'on se retrouve dans une maison historique de la Principauté, une maison qui vient de célébrer ses 40 ans. Nous parlons de la maison Lino. Alors, comment toute cette histoire a débuté? La réponse avec la gérante. Mon arrière-grand-père, en fait, était boucher de village à Gorbio. Ensuite, il a passé le métier à ma grand-mère, qui s'est mariée avec mon grand-père, qui ont eu des boucheries et une grosse boucherie de gros à Menton, qui s'appelait Trucs Viande. Et ensuite, ils ont passé le métier à ma maman et à son mari, Lino, mon papa, qui se sont installés à Monaco pour se spécialiser dans la boucherie de demi-gros, donc pour les restaurants. La clientèle professionnelle. Nous avons à cœur en fait, d'importer des viandes qui sont de terroir et dont l'élevage est fait dans le respect de l'environnement, dans le respect du bien-être animal. Et donc nous avons resserré nos origines de viande et nos races de viande à des viandes qui viennent exclusivement d'Europe de l'Ouest. Alors aujourd'hui, vous êtes le fournisseur officiel du Palais Princier, mais pas que. En effet, nous sommes également historiquement le fournisseur de la Société des Bains de Mer, le fournisseur du CHPG, des collectivités à Monaco, et puis de la restauration qui, à Monaco, comme on le sait, est dense et avec des restaurants qui vont du snack au restaurant étoilé. Alors nous sommes dans le laboratoire de travail de la Maison Lino, donc c'est ici que la magie opère. Nous sommes donc livrés tous les matins par nos fournisseurs en viande fraîche ou en viande déjà en muscles prédécoupés, si vous voulez, sous vide. Ensuite, cette viande, elle est désossée pour les morceaux qui ont besoin d'être désossés. Ensuite, elle est travaillée donc, dans cette pièce. Vous voyez derrière moi un de nos bouchers en fait, en train de travailler la viande, donc de la découper et donc de la portionner. Parce que notre spécialité, c'est de faire du découpage spécifique pour les besoins des restaurants et des chefs qui ont besoin d'un grammage particulier. Nous sommes une profession qui est soumise donc, à des normes HACCP qui sont très sévères, on peut dire, mais c'est pour le bien-être des consommateurs. Notre particularité à nous, c'est que comme on est une boucherie de demi-gros, nous sommes un intermédiaire entre les boucheries, les grossistes et les abattoirs et les clients. Ce qui veut dire que la Maison Lino, dans cette qualité-là, est soumise à des normes d'hygiène qui sont plus importantes et plus sévères, on va dire, plus encadrantes que les boucheries de détail. Alors si vous aussi vous avez envie de manger la viande de la Maison Lino, rien de plus simple, il suffit de passer commande au comptoir. Alors pour ce faire, vous pouvez visiter tout simplement le site internet de la Maison Lino et puis passer votre commande soit par téléphone ou tout simplement par mail. Passons aux prévisions météo, à présent avec Alban Gingembre. Le temps restera-t-il stable ce samedi en Principauté ? Et oui Yannick, pas trop de changements demain, il fera beau sur la Principauté, pas de grand ciel bleu, mais un temps suffisamment dégagé pour laisser passer des éclaircies tout au long de la journée. Les températures varieront de 10 à 17 degrés et en ce samedi 16 mars, pensez à souhaiter une bonne fête aux Bénédictes. Ce journal touche à sa fin, merci de l'avoir suivi.
Pour conclure, notre photographe Stéphane Dana vous propose ce soir une série d'instantanés sur l'installation des infrastructures pour les Grands Prix à venir. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Passez une excellente soirée.